En fait, on s'est interrogé dans le comité d'édition sur les facteurs qui produisent de la désaffiliation en se posant la question qu'est-ce qui produit encore et toujours de la vulnérabilité chez les individus? Alors, pour ça, on a rassemblé des experts sur le sujet. Dans l'article de Janie Houle sur le sujet, on peut en définir plusieurs. Il y a beaucoup les déterminants sociaux de la santé qui viennent jouer dans la balance. Donc, ça peut être autant, disons, l'éducation que l'environnement physique, l'emploi, l'accès aux soins de santé. Disons, j'en nomme quelques-uns. Il y a aussi les inégalités sociales de santé qui sont très importantes dans ce qui détermine, en fait, comment une personne va être amenée à se désaffilier. Ça peut jouer autant quand on parle d'une série de facteurs qui sont liés à autant la race que ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être le genre et tout ça. On s'est penché aussi là-dessus sur quelques-uns de ces sujets-là. Donc, c'est un peu une série de facteurs qui sont reliés à ça. Mais selon les articles, on a choisi plusieurs angles pour aborder ces sujets-là. Il y a un duo et deux autres personnes qui se sont penchées sur, de un, la condition féminine, deux, la rupture sociale au masculin chez les hommes. Et on a eu un jeune doctorant aussi qui s'est penché sur les approches transaffirmatives chez les personnes, les intervenants auprès des personnes trans et non-binaires. Donc, tous ces angles-là se sont rejoints dans ce numéro pour, en fait, explorer différentes tangentes selon le genre. Donc, ça, en fait, c'est pourquoi ça joue un rôle, c'est que selon les réalités de genre, il peut y avoir certaines choses qui se produisent. Donc, mettons, pour la condition féminine, on parle de violence genrée, exemple. Pour la rupture sociale au masculin, il y a certains construits sociaux qui font en sorte que les hommes vont être plus fragiles sur certains points. On peut le voir dans l'article de Jacques Roy. Et pour l'article d'Abel Hakim Missoum, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui influent sur les parcours des personnes trans et non-binaires, dont la construction de l'identité dès le plus jeune âge et la stigmatisation qui est vécue. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent influencer sur des phénomènes de rupture sociale plus tard dans l'âge. Finalement, il y a beaucoup de leviers d'action qui sont possibles, qu'on souhaite atteindre, mais ça s'avère pas si facile que ça parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent au niveau de la rupture sociale, c'est pas une recette définitive gagnante pour chaque individu. Disons que c'est chaque individu qu'il faut trouver des mesures adaptées pour la personne. Mais aussi, au niveau des politiques sociales, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, exemple, dans l'article de Janie Houle, on parle des politiques sociales qui peuvent être améliorées ou changées pour trouver des pistes de solutions. Sinon, comme exemple, la hausse du salaire minimum, c'en est un. Sinon, au niveau de l'article de Annie Fontaine, qui parle de le passage de l'adolescence à l'âge adulte, il y a d'autres politiques sociales encadrant la jeunesse qui peuvent aussi être très aidantes à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a une multiplicité de visages de la rupture sociale. Disons que à la fin du numéro, on a un article, plutôt un témoignage, qui fait référence à une personne qui était dans l'itinérance. Ça montre un seul des visages, mais disons qu'autour de cette personne, il y avait beaucoup de visages qui l'aidaient, qui l'accompagnaient. Disons que si on dit qu'il y a un tissu social autour de la personne, c'est ça qui aide, en fait. Donc, il y a autant de personnes de la rupture sociale qui sont entourées et de personnes qui veulent les aider. Donc, il ne faut pas abandonner. Et il faut aussi créer cette cohésion, cette collectivité qui aide, qui soutient. Finalement, c'est un peu ce qu'on a voulu véhiculer dans ce numéro.